Bonjour chers amis téléspectateurs, alors heureuse de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'une question grave qui nous touche, qui nous divise, à laquelle beaucoup d'entre nous n'ont pas très bien compris l'enjeu ou les enjeux, et donc j'ai autour de moi un certain nombre de personnalités qui vont nous parler donc d'abord de la question des réparations, de la dimension pédagogique de cette question pour sortir des polémiques et surtout des pseudo-savoirs qui nous font croire qu'on sait, qu'on prend des positions parce qu'on sait ou qu'on saurait, et puis en réalité, eh bien, on est vraiment dans une sorte d'embrouillamini et qu'il est nécessaire maintenant de clarifier. Donc, je reçois pour vous aujourd'hui deux personnalités qui sont déjà présentes sur le plateau et deux autres qui, nous l'espérons, seront là dans quelques minutes avec nous. Voilà. Alors, Madame Valentin Milka, qui est donc vice-présidente du CNR, qui est le Conseil national des Comité national des réparations. Pour les réparations. Alors bonjour Madame Valentin. Oui, Milka Valentin, donc comme l'a dit Madame Smeralda, je suis vice-présidente du CNR, Comité national pour les réparations, Martinique. CNR Martinique. Donc, on aura l'occasion d'en parler. C'est un comité qui est institué depuis l'année dernière. Depuis 2013, et qui a pour but justement d'enclencher, d'activer la dynamique des réparations dans le cadre national. Oui. Et ça s'est fait sur la demande de Ça s'est fait à la demande du CARICOM en 2013, et bien sûr, c'est quelque chose qui a été, qui est la suite, si on peut dire, du combat mené par le MIR précédemment, et donc qui instaure la Martinique en tant que nation. Dans le cadre de ce cadre national, les États de la Caraïbe ont démarré de façon formelle la quête des réparations, et donc nous ont demandé à nous, Martiniquais, de nous instituer en tant que comité national. Je le précise bien, national, ça veut dire que nous sommes effectivement, nous, une nation martiniquaise, et donc nous avons toute notre place dans le concert des nations de la Caraïbe. Voilà. Et ça signifie aussi que eh bien, nous ne sommes pas isolés, puisque c'est une dynamique qui est maintenant transcaribéenne. Elle touche toute la Caraïbe, et en plus, elle demande à chaque région, pays, parce que nous sommes une nation sans État, comme on le dit, donc de prendre aussi position. De prendre position, effectivement, et elle dépasse même le cadre de la Caraïbe, puisqu'elle aussi englobe l'Amérique entière, et même aussi les diasporas qui sont donc dans le monde, répartis dans le monde, et qui seront justement concernés par la question des réparations. D'accord. Voilà, donc retenez bien le Conseil national, comité national des réparations, pour les réparations de la Martinique, et qui est ouvert aux citoyens lambda, c'est-à-dire que si cela vous intéresse de comprendre un peu cette dynamique qui est enclenchée, de poser des vraies questions au lieu de vous laisser manipuler, venez à leur réunion, renseignez-vous et participez s'il le faut, comme beaucoup d'entre vous le font, dans le cadre des convois qui sont organisés justement par le MIR. Alors ici sur le plateau, j'ai aussi Madame Myriam Malsa, qui est, elle, vice-présidente du MIR Martinique. Oui, bonjour Juliette, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. Oui, donc le mouvement international pour les réparations, qui est donc un mouvement qui est issu de nombreux combats, en fait, qui ont débuté en 92 avec la création du CIPN, Comité international des peuples noirs, qui, en fait, à l'époque, a fait une réponse directe aux Européens qui célébraient les 500 ans de l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et à cette époque était déjà demandé
réparation, puisque sur les parvis des droits de l'homme, un ensemble de Martiniquais s'était posté en marquant crime contre l'humanité. En fait, donc voilà, donc il y a eu 92, puis 98, il y a eu la grande marche qui a eu lieu à Paris où des associations caribéennes, africaines se sont mobilisées pour réclamer réparation. Et ce n'est qu'en 2001 qui était créé le MIR, Mouvement international pour les réparations, dans le cadre du convoi, convoi qui est une action forte du MIR qui a lieu chaque année au mois de mai. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que ce convoi démarre donc en France le 10 mai. Depuis quelques années, en fait, puisque le 10 mai, c'est la date de commémoration nationale pour la France. Oui. Pour la France. Après, continue donc en Martinique le 22 mai. Donc nous, le convoi dure une dizaine de jours, puisqu'on marche, il y a plusieurs étapes par jour. Et ensuite continue. Une étape sur plusieurs. Une étape par jour. Et ça se passe sur une dizaine de jours. Voilà, sur une dizaine de jours. Et puis, donc, continue le 27 mai en Guadeloupe et le 10 juin donc, en Guyane. Donc, il y a une véritable démarche. Alors, l'objectif, c'est en fait de se retrouver, de commémorer nos ancêtres et se rappeler ce combat majeur qu'ils ont fait et qui vise à avoir leur liberté. Et surtout, donc, on s'est rendu compte aussi, les membres du MIR en 2001 se sont rendus compte que le 22 mai était un peu devenu trop festif et était un peu dévoyé. Donc l'objectif, c'est durant un plus grand laps de temps, mobiliser les Martiniquais sur l'importance de ce combat qu'ont mené nos ancêtres et continuer la lutte vers les réparations, puisque et voilà. Pour la liberté. Alors, chers amis, je vous rappelle que beaucoup d'entre vous, effectivement, s'inscrivent dans le cadre de la dynamique du 22 mai qui est de commémorer l'abolition de l'esclavage, mais de manière effectivement très festive. Vous croyez que c'est un jour de congé comme un autre. Voilà, la société peut-être favorise ce type de comportement, mais je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, la Martinique a été construite par des milliers d'esclavagés, qu'ils ont été déportés dans beaucoup de violences et que pendant près de 200 ans, c'est le système esclavagiste qui a dominé sur cette terre. Je vous demande de vous rappeler que vous ne savez toujours pas où sont enterrés vos ancêtres, que vous ne vous êtes jamais posé la question, peut-être que vous voulez le poser, mais que la société n'y a pas apporté de réponse, la question de savoir pourquoi les Africains de la Martinique n'ont pas eu droit à un lieu de commémoration et ne l'ont toujours pas. Donc nous allons un petit peu parler du Memorial Act de la Guadeloupe avec tout ce que vous avez dû déjà entendre à propos de cette curieuse organisation à l'intérieur même du mémorial, cette curieuse organisation de l'histoire. Et donc, pour comprendre l'action du MIR, qui est aussi parfois dévoyé par des médias qui font de la contre-propagande, il faut que vous sachiez que le premier objectif des convois, c'est de se rappeler ces ancêtres-là, les commémorer leur disparition, leurs actions, le fait qu'ils aient été à la base de la construction de cette société dans les conditions que vous savez, pour que vous ayez, vous aussi, en tant que citoyen lambda, envie de réclamer à la société un lieu, une stèle, un mémorial où vous pourrez aller allumer une petite bougie s'il le faut, si ça vous paraît important, comme vous allez à l'église allumer des bougies, ou bien apporter des fleurs, mais d'une certaine façon, vous rappelez que vous vous inscrivez dans une lignée et que tous ceux qui vous ont dit que il faut oublier l'esclavage parce que ça n'a pas de sens, qu'il faut avancer, aller de l'avant, eh bien, qui se rappelle et que vous vous rappeliez aussi qu'aucun peuple
ne peut vivre sans mémoire, et surtout sans cette mémoire douloureuse, en essayant de l'évacuer de la manière la plus déshonnête qui soit, sans se donner les moyens d'avoir un lieu de respect et de commémoration de ces ancêtres-là. Donc la question des réparations aujourd'hui, nous ne venons pas faire de propagande ni vous remplir la tête, nous venons essayer de clarifier avec vous cette question-là pour que vous compreniez son importance, parce que ce que vous entendez dans vos médias officiels très souvent, ou chez beaucoup de gens qui vous en parlent de manière un petit peu très légère, ce sont parfois des contre-vérités, et donc il est important que vous ayez des informations à la source par les gens qui sont à l'origine. Donc vous avez ici 2 vice-présidents et une avocate, j'espère, tout à l'heure, des gens qui sont donc à la source de ces actions-là. Alors, vous rappelez que vous aurez besoin d'un lieu, d'un mémorial pour rendre hommage à vos ancêtres, et que c'est vous qui allez le réclamer pour que la société se donne les moyens de le donner à la société martiniquaise. J'ai déjà signalé que beaucoup d'entre nous retournons sur les plantations pour festoyer, pour présenter des ouvrages ou je ne sais quoi, mais les plantations, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que nous ne demanderions pas à la société d'exiger de chaque plantation qu'elle soit aussi un lieu de commémoration, qu'elle érige une stèle en la mémoire de tous ces esclaves qui sont morts, et nous ne savons pas où ils sont enterrés. Il n'est pas juste que cette histoire-là se continue au XXIe siècle de cette façon-là. Donc, il y a un travail de réparation. Vous voyez, on va parler de réparation aujourd'hui. La première réparation serait que vous ayez droit, que vos ancêtres aient droit à une sépulture, même symbolique, un lieu où vous pourrez décider, quand vous en sentez le besoin, d'aller déposer une fleur ou d'allumer une petite bougie. Ça, c'est très important, parce que nous ne sommes pas des animaux, et justement, tous les peuples qui se rappellent, qui s'inscrivent dans une lignée, ont besoin d'établir ce lien avec leurs ancêtres, surtout que les nôtres sont dispersés dans la nature, et que probablement, ils attendent que nous fassions ce travail-là pour s'apaiser, puisqu'ils n'ont pas de lieu où ils puissent justement s'apaiser ou être apaisés, parce que c'est nous qui allons les apaiser. Alors, la deuxième chose à laquelle j'aimerais, l'autre aspect de notre rencontre, donc, c'est que vous écoutiez les informations que nous donnent nos invités, et que vous ayez peut-être le réflexe d'aller aux sources que représentent ces personnes, poser des questions, écouter, assister aux réunions et venir participer activement à l'avancée de ces problématiques, parce que c'est ensemble, collectivement, que nous allons les faire entendre et les porter auprès des autorités qui aujourd'hui sont dans une sorte de branle-bas de combat avec les associations qui portent cette problématique. Et vous avez dû le voir, vous le sentez probablement, que l'enjeu est assez important pour qu'il y ait sans arrêt, des coups portés à l'écriture, à l'histoire, des tentatives de la relire, de la réécrire, et puis surtout, une chose qui est importante, qui est un panneau dans lequel, un piège dans lequel beaucoup d'entre vous tombent, c'est le fait que c'est nègre qui vend nègre. Donc ça c'est un fait nègre, débrouiller causotte en zot. Non. Même si ce sont les nègres qui ont vendu des nègres, l'argent n'est jamais retourné en Afrique. C'est pour ça que l'Afrique est dans cette situation-là. Alors, si l'argent est resté en Europe, c'est aux Européens qu'il faut demander des comptes et non pas aux Africains. Parce que de tout temps, on a assisté à des systèmes qui se mettent en place et qui utilisent les populations qui sont sur place pour, dans leur projet, le projet d'exporter les Africains, de les déporter plutôt, n'a jamais été un projet africain. Il a été un projet occidental. Ils avaient besoin de main-d'œuvre et ils sont allés en Afrique la chercher. Ils l'ont kidnappée très souvent, violentée, et ils sont arrivés dans les conditions que vous savez. Donc il ne faut pas vous laisser distraire et perdre de vue ce qui est important dans cette problématique. Ça n'est pas qu'on vous dise que c'est nègre qui vend nègre. Si ça s'est passé, c'est parce qu'il y a des conditions qui ont été mises en place pour que les nègres collaborent, mais ils n'étaient que des collaborateurs. Tous
le bénéfice de la traite négrière est resté aux Européens. C'est cela qui est important. Voilà, alors donc on va vous écouter toutes les deux. Donc Madame Valentin Milka, vous êtes du CNR qui a le projet d'étudier la question des réparations dans notre société. Oui. Alors, comme vous l'avez dit, le projet donc, des réparations est un projet de taille, est un enjeu majeur. Pour l'avenir, on peut même dire de l'avenir du monde, l'avenir des sociétés africaines ou des afro-descendants, mais aussi du monde. Parce qu'effectivement, on peut dire qu'à partir de 1492, donc à partir de l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde et de la déportation... Ce qu'ils ont appelé le Nouveau Monde, c'est ça. Ce qu'ils ont appelé le Nouveau Monde. De la déportation donc des Africains et de la traite négrière, la face du monde a changé. Et le point important qui s'est développé, c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'accumulation de capital qui s'est faite justement sur le travail, donc sur le travail des Africains dans le Nouveau Monde. Il faut bien prendre ça en considération et comme vous le dites, si effectivement il y a eu une collaboration des Africains sur le continent, cette collaboration s'est faite sous la violence. Non seulement la violence contre les gens que l'on razziait, mais aussi la violence des gens qui allaient dans les razzias, c'est-à-dire les Africains qui étaient armés. Quelles que soient les images que vous allez retrouver, les gens qui allaient chercher les Africains à l'intérieur des terres étaient des gens armés. Et pourtant, en Afrique, il n'y a pas de fabrique d'armes. Donc ce sont les Européens qui ont armé les Africains pour aller faire la chasse aux Africains à l'intérieur des terres. Il y avait une demande. Il y avait une demande. Et les personnes qui sont à la source de cela expliquent ça très bien. Il y avait une demande et la pression qui était exercée sur les pays africains faisait que même entre eux, des guerres ont été déclenchées pour répondre à la demande des Absolument. Donc c'était un impératif qui était fait sous peine d'être détruits eux-mêmes. Donc tout compte fait, c'était une espèce de réaction de sauvegarde des gouvernements, des États à l'époque, des nations, parce que justement, ils avaient pointé sur eux tous les canons, tous les fusils des Européens qui arrivaient sur les côtes. Parce que justement, ces Européens, quand ils arrivaient sur les côtes, la première chose qu'ils faisaient, ils construisaient des forts. Des forts avec des canons pointés sur les villes, sur les États, qui sont justement destinés à les intimider, à les obliger à entrer dans une dynamique que eux ils avaient construite parce que c'était leur projet. Donc il faut bien comprendre ceci. Donc s'il y a eu effectivement un projet, le projet est européen. Il est européen et les retombées économiques sont aussi européennes. Ouais. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, lorsque nous rentrons dans la dynamique des réparations, c'est que nous avons compris et nous avons démasqué l'Europe. Cette Europe qui dit effectivement qu'elle apporte la civilisation, qu'elle apporte le bien-être, ce qu'elle dit encore aujourd'hui, qu'elle apporte la démocratie ailleurs. Et chaque fois qu'elle dit qu'elle apporte la démocratie et la civilisation, on voit qu'elle l'apporte avec des armes, avec la violence contre les peuples. Donc elle ne l'apporte pas, elle l'impose. Donc elle l'impose. Elle l'impose au bout de son fusil. Ce qui veut donc dire que les processus, les procédés n'ont pas changé. Et les Africains étaient dans le continent africain, ils étaient libres. Et les gens n'étaient pas déjà esclaves comme on le fait croire. Ce sont des gens qui ont été réduits en esclavage. Il faut bien comprendre la différence entre un esclavisé, c'est-à-dire que c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui pour parler de l'esclavage, parce que justement, dans ce terme, on voit les deux actions. On voit que l'Européen vient sur le continent africain, déporte des gens et les réduit en esclavage. Donc ici, on n'a pas le statut qui est imposé à ces gens que l'on déporte, est un statut d'esclave. Donc ils ne sont pas esclaves d'origine, de nature, par nature. Donc c'était des gens libres. Et aujourd'hui, justement, dans la dynamique des réparations, le Comité national pour les réparations Martinique, justement, a inscrit dans son premier objet la décolonisation, c'est-à-dire la liberté des afro-descendants qui sont en Martinique et qui se sont
construit en peuple. Donc, je disais que le MIR... Et qui sont empêchés de faire avec ces divisions dans lesquelles on les installe. Et ces divisions qui sont liées justement à quoi? À ce processus de créolisation qui a été instauré dans ces Amériques pour justement répondre aux projets des Européens. Parce qu'il faut bien comprendre que la créolisation, c'est une dynamique qui justement, qui répond à la lettre, point par point, à un projet, justement, c'est de soumettre les gens pour qu'ils puissent accepter leurs conditions d'esclaves pour être justement des instruments au profit des colons. Donc, je disais que le MIR, qui est une instance qui a déjà une quinzaine d'années et qui organise ce convoi depuis déjà une quinzaine d'années d'ailleurs, donc le MIR a pratiquement été, si on peut dire, la marraine du CNR, puisque justement c'est par les actions du MIR qu'on arrive justement aujourd'hui à créer ce comité national pour les réparations, puisque justement c'est l'action ou l'activisme du MIR qui a donné naissance, qui vous interconnecte avec d'autres États de la Caraïbe. En France notamment, d'autres États de la Caraïbe, et puis il y a un mouvement international. Voilà. Donc ça vous connecte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. On n'est pas Alors, seul. si vous voulez bien, on va recevoir notre prochain invité, enfin d'autres invités qui avaient eu un petit contretemps, et on va écouter un petit clip de Lauriane Zacharie. Voilà, chers amis, l'invité que nous attendions, ça n'est pas celle-là qui s'est présentée, donc il faudra encore attendre un petit peu. En attendant, le CNR a présenté un peu ses actions, et le MIR se trouve aussi lié ou relié, connecté au CNR. On peut expliquer de quelle façon? Ah oui, complètement, puisqu'en fait, le MIR, comme a dit Minka, est marraine un peu du CNR, parce que le MIR a pour but le mouvement international pour les réparations a pour but donc il y a plusieurs sections, donc il faut le rappeler, il y a la section Martinique, France, il y a une section Guyane, Guadeloupe également, et donc en Afrique également, il y a quelques personnes qui représentent le MIR, et en Europe aussi, il y a MIR Europe, qui était représenté d'ailleurs lors de la dernière conférence sur les réparations à New York. Voilà, donc le MIR a pour but de réunir en fait tous les chercheurs, toutes ces personnes qui travaillent sur la question des réparations, et à les inviter à présenter au public, diffuser en fait ces travaux durant le convoi, notamment, puisque le convoi n'est pas qu'une manifestation où les gens marchent en mémoire des ancêtres, mais il y a aussi une partie intellectuelle, pédagogique en fait, qui vise à parler de l'avancée de cette question en fait. Donc à chaque convoi, il y a une conférence qui est organisée, où déjà 15e édition, on a eu à recevoir beaucoup d'érudits, des femmes. Je pense au professeur Jeffries, il y a Omotunde qui a été reçu, il y a la fille de Malcolm X, il y a donc toutes ces personnes en fait qui dans leur milieu travaillent sur cette question. Et donc le MIR a une deuxième action forte, qui est l'action juridique, qui va être développée par l'avocate Maître Claudette Duhamel, qui est une action c'est une assignation en fait de l'État français, qui a été faite en 2005 avec une deuxième association, c'est le Conseil mondial de la diaspora panafricaine. Et cette action vise à exiger de l'État français qu'il puisse reconnaître le principe
des réparations, qui est un principe qui vise en fait à reconnaître notre humanité, cette humanité qui a complètement été détruite lors de cette déportation, ce qu'a développé Milka tout à l'heure. Enfin, juridiquement, ils ont essayé de détruire l'Africain, mais il y a une civilisation africaine dans toute la Caraïbe qui montre que justement leur projet, c'est elle qui a permis d'ailleurs à ces contrées totalement soumises à une violence inouïe, qui a permis qu'il y ait de l'humanité dans ces contrées encore aujourd'hui. Voilà. Donc le projet, c'était bien de les détruire humainement. Oui, c'était ça. Mais l'Africain, c'est la plus vieille engeance de l'humanité, et il avait de la ressource, mais ça n'explique pas qu'on considère qu'il ne mérite pas réparation et qu'aujourd'hui on lui fasse les entourloupes qu'on lui fait là aujourd'hui, en comparant son sort à ceux des immigrés qui s'échappent de leur continent et qui coulent comme par hasard d'ailleurs dans la Méditerranée. C'est un propos qui doit véritablement être interrogé sur toutes ces facettes pour qu'on comprenne que derrière l'armée de scientifiques, historiens, etc., il y a véritablement, j'allais presque dire, une dépense à laquelle l'État est prêt à faire face pour créer le discours qui va empêcher que les Africains ou les Noirs ou les Afro-descendants comprennent le sens de ce qui s'est passé historiquement. Et cette volonté-là, elle coûte de l'argent, puisqu'on paye des historiens très cher, on leur donne des prix, on demande à nos, entre guillemets, intellectuels locaux, on va dire locaux régionaux, de participer de cette mascarade, ou à cette mascarade, et d'être ceux qui vont se faire le relais. Alors peut-être que là, nous avons nos petits Wanègres, et peut-être que c'est ceux-là qu'il faut interroger. Alors vous voyez, vous vivez peut-être parfois de manière très directe ce qu'a pu être en Afrique la collaboration de Wanègres au projet occidental. Voilà. Vous avez vu que vous avez l'équivalent aujourd'hui, parce que rappelez-vous, le projet n'est pas à nos intellos, à nos intellectuels. Le projet, c'est bien celui de la France qui demande à nos intellectuels, en leur donnant des titres et des récompenses, de prendre parti contre leur propre peuple. Eh bien, c'est compréhensible, puisque déjà à l'époque, il y a 200, 300 ans, peut-être plus, c'était cela qui se jouait aussi entre les Wanègres, enfin ceux qui ont été complices, parce qu'on ne vous a pas raconté les guerres qu'ont menées les Africains contre ces envahisseurs-là et contre les kidnappeurs et tout le reste. Et ça, c'est une histoire qu'il faudra que vous connaissiez aussi. Donc, pour terminer sur la question de l'action du MIR. Donc, je voulais rebondir quand même pour dire que tous ces outils, tous ces chercheurs qui contribuent à l'avancée du projet européen, donc en fait, c'est cette créolisation dont parlait Milka, c'est-à-dire formater en fait, on va dire le disque dur qui est en nous, c'est-à-dire enlever toute notre spiritualité, toute notre culture et tout ça, pour en faire des personnes qui fonctionnent comme les Européens le souhaitent, quoi, et pour pouvoir encore une fois les enrichir. Mais les Noirs sont les seuls sur qui on exerce ce type d'action, de pression, et au fond, ce que nous révèlent ces postures-là, c'est le mépris profond quand même qu'ont les Européens, les Occidentaux vis-à-vis des Noirs, et que nos chefs, nos intellectuels ou nos élites jouent à ce jeu-là, c'est très curieux, parce que la dignité fait partie des valeurs, la dignité humaine fait partie des valeurs qui donnent du sens à l'existence d'un être humain. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi les nôtres peuvent renoncer à ce sentiment de dignité, parce que ce qu'ils gagnent en contrepartie, c'est peut-être des petites récompenses, mais qui n'ont de valeur à la limite que pour eux-mêmes, parce que ceux qui les donnent, qui donnent ces récompenses, c'est un peu comme les petits bibelots que certains Européens amenaient à certains chefs d'État africains à l'époque. C'est les mêmes petits bibelots dont aujourd'hui on dit que c'était pas de la vraie, c'était de la verroterie sans valeur, qui était construit
à destination des chefs d'État africains dont on dit qu'ils ont collaboré. Eh bien, les nôtres ne sont pas sortis de la petite verroterie, puisqu'ils sont contents, puisque les récompenses qu'on leur donne sont très souvent fabriquées pour eux et dans du matériel en chrysocale le plus souvent, puisque ça ne concerne, ce sont des petites récompenses qu'ils ne peuvent mettre que éventuellement sur leur petite commode pour se renvoyer à eux-mêmes leur propre image. Alors la dignité humaine, celle pour laquelle nous nous battons, nous les citoyens lambda, nous la société dite civile, eh bien nous aimerions que ce soit une valeur que cultivent nos élites. Et tous ceux qui ne l'ont pas cultivée sont ceux qui ont collaboré au projet des Européens et qui ont donné leur peuple. Mais rappelez-vous, il y a une société civile très puissante en Afrique qui a protégé ses enfants tant qu'elle a pu, mais les canons, comme vous l'a dit Madame Valentin, les canons des Européens sont venus à bout des résistances des Africains. Et dans un très beau film qui a été fait par l'UNESCO, justement, vous voyez, les Africains ont développé des formes d'habitat qui étaient vraiment inédites pour échapper aux armes des colons. Par exemple, ils ont développé des villes sur les fleuves. Et aujourd'hui encore, dans certains pays comme au Burundi, vous avez des villes entières qui sont, ou des villages en tout cas, qui sont construits sur les fleuves. Et ça, c'était pour échapper aux envahisseurs, aux kidnappeurs. C'est vous dire que le son de cloche que vous avez dans nos eaux et surtout cette volonté qu'il y a de vous dire que les nègres ont vendu des nègres, vous devez l'interroger parce qu'elle n'est pas normale, cette volonté-là. Et il n'est pas normal qu'un groupe humain ait profité pendant des siècles de la déportation et du travail gratuit, et qu'aujourd'hui, ils vous disent qu'il faut demander des comptes à ceux qui ont vendu les Africains, alors qu'ils ne vous demandent pas d'interroger tout l'argent qui a été engrangé. L'Europe s'est développée à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où ils découvrent le Nouveau Monde. Et l'esclavage a été le pilier du système économique capitaliste qui s'est mis en place. L'Europe, avant cette période, était, en termes de développement, et tous les spécialistes le disent, était l'égale de l'Afrique. L'Afrique était l'égale de l'Europe. Ouais. En termes d'armement, en termes de développement, en termes de civilisation, il n'y avait pas de différence entre eux. C'est l'esclavage pilier de l'avance que l'Europe va prendre sur l'Afrique qui explique justement que l'Europe a engrangé sur le dos de l'Afrique. Alors aujourd'hui encore, eh bien, dans tous les pays africains importants, vous avez des contingents d'armées françaises, américaines, qui surveillent, qui sont là sur place. Dans les gouvernements de ces pays, vous avez des Européens, ce qui est inimaginable dans le sens inverse. C'est-à-dire, avez-vous vu des chefs d'État africains assis à des postes de ministres dans les gouvernements des Européens? Non. Et pourtant, le contraire s'observe dans beaucoup de pays de ce qu'on appelle la Franc-Afrique, etc. Donc, il est important que vous connaissiez votre histoire. Exactement. Parce que j'ai fait une petite enquête auprès des gens, ce qu'on appelle les citoyens lambda, qui sont contre les réparations. Et je me suis rendu compte que très souvent, vous ne savez pas grand-chose des réparations. Je suis désolée d'être un peu brutale, mais vous ne savez pas ce que sont ces problématiques, mais on vous renvoie dans vos médias ou par médias interposés des bribes de discours, des bribes de positionnement qui ne sont pas explicitées et qui sont sorties de leur contexte, en tout cas du contexte de la problématique. Avant de dire que vous n'êtes pas pour les réparations, cherchez à comprendre ce que signifie être pour les réparations et pourquoi est-ce qu'il faut justement, pour qu'on vous restitue dans votre humanité, dans votre dignité humaine, pourquoi il est important que vous adhériez, même symboliquement, à cette problématique parce qu'elle concerne l'avenir de votre peuple qui aujourd'hui encore n'est pas assis
à la table des groupes humains qui constituent l'humanité telle qu'on la conçoit. Elle n'est pas dans les livres de cuisine, elle n'est pas dans la musique, dans la grande musique, dans rien de ce qui fait qu'il y a un concert des nations. L'Afrique, le peuple noir n'est invité. Je veux dire, c'est très important que vous compreniez, même si on vous cache la vérité, en vous faisant croire que vous êtes dans quelque chose. Nous avons une très jolie expression dans nos régions pour dire ça. Nous comprenons Adam temps, nous pas Adam aïe. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on est dans cette situation? La première chose, c'est de ne pas se laisser aveugler, de bien comprendre dans quoi on est. Dans quoi on est. Quelle est notre place, j'allais dire, en dehors de notre société, quelle est notre place dans le monde, à l'échelle universelle, dont on nous rebat les oreilles, puisqu'on est censé être des êtres universels. Voyez, si vous n'avez pas de place à la table des nations dans l'universel, c'est que vous n'êtes pas encore dans l'universel, contrairement à ce que nous ont raconté nos grands théoriciens de la créolité et du reste tout mondiste, etc. Voilà. Alors, je voulais faire cette mise au point. Maintenant, est-ce que par rapport à ça, vous voulez réagir? Alors, sinon... je voulais justement parler de cette... la réhabilitation de l'humanité. Voilà. C'est-à-dire qu'à un certain moment de l'histoire, le noir a été sorti de l'humanité. Il y a une volonté de le sortir de l'humanité. Et justement d'expliquer sa situation, donc sa mise en esclavage, par son inhumanité. On a décidé qu'il n'avait pas d'âme. Et le siège pour les Européens, le siège de l'humanité, c'est l'âme. Et on a dit que les Africains n'avaient pas d'âme, donc ils n'étaient pas des êtres humains. Donc, c'est le postulat de l'Europe. Donc, sorti de l'humanité pour justifier que, et donc normalement, selon les Européens, donc l'esclavage, tout compte fait, et avec comme objectif de les réhumaniser, de leur donner une âme, puisque effectivement de leur apprendre à devenir des êtres humains par le biais de l'esclavage, donc par le biais donc de la créolisation et de l'esclavage, du système le plus déshumanisant qui puisse exister, et prétendre humaniser par la violence, un système qui est extrêmement déshumanisant, c'est très curieux comme calcul. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contradiction vraiment immonde dans... Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos afro-descendants, nous disons que nous ne voulons pas parler de réparation. Parce que tout compte fait, nous adhérons à cette vision de l'Europe, que l'Europe nous a donné de nous-mêmes. Nous dire, eh bien non, mais l'esclavage t'a fait du bien. Il y en a qui cherchent des aspects positifs en 2015. En 2005, hier, Sarkozy nous a parlé des effets positifs de la colonisation et de la créolisation. Et c'est ce qu'aujourd'hui nos gens nous disent, mais oui, mais c'est ici que vous êtes nés. Vous êtes nés dans les cales de bateaux, vous êtes nés sur la plantation, et c'est la plantation qui vous a tout donné. Et c'est la plantation qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, donc glorifiez et que notre petit peuple nous dit mais si Pateni Bétier, etc., nous pas vivent. Alors que c'est le contraire, justement. Nous sommes socialisés par la France et par nos anciens colons. C'est cela aussi qu'on doit comprendre. C'est-à-dire que nous sommes formatés pour reproduire le discours et pour nous oublier dans ce discours-là. Alors hier, il y a quelqu'un, enfin j'ai entendu, quelqu'un m'a dit mais nous sommes une grande famille à la Martinique. Il y avait de grandes histoires d'amour, on s'aimait, et puis c'est eux qui donnent du travail. Sinon qu'est-ce qu'on serait? Même pas ça fait un patate. Exactement. Donc voilà, il y a ce discours qui nous a construit, qui est confusionnel, mais qui nous construit et qui fait que nous n'allons pas offenser le maître en lui demandant des réparations. Et puis en étant ingrat. Et puis qu'est-ce qu'il y a à réparer? Nous sommes bien. Oui. C'est ce que les gens disent, nous sommes bien, nous sommes assimilés, nous sommes bien, nous profitons de toutes les splendeurs de l'Europe, nous avons des voitures, nous avons des maisons, nous travaillons, etc. Que voulons-nous de plus? Et à côté de tout ça, nous avons un code noir qui n'est pas aboli. Alors on est heureux de nos grosses Mercedes, voilà, on est puissants, d'être des affranchis, sous-humains dans de grosses
pense Mercedes, Donc, ça il faut bien comprendre que la dynamique des réparations, c'est une dynamique qui réclame que le noir soit sur le même pied d'égalité que le blanc et qu'il ait justement qu'il soit réhabilité dans son humanité, tout simplement, dans sa dignité humaine. Et justement, ça implique aussi que l'autre qui s'est posé en tant que supérieur, en tant que maître de l'humanité, maître de nous en tant qu'Africains, et bien que lui-même, il reconnaisse qu'il a commis une forfaiture et que cette forfaiture-là, il doit l'avouer. Et c'est en cela que justement réside la puissance de la réparation. Parce que le maître lui-même, l'Européen, qui a esclavisé les gens, déporté les gens et qui les a déshumanisés, qui a une volonté, je dis bien, de les déshumaniser parce qu'il n'a jamais réussi à nous déshumaniser. Parce que c'est justement nous qui avons humanisé ce continent. Parce que le maître, en nous déshumanisant, se déshumanise lui-même. Et ceux qui se sont opposés à lui, il les a exterminés. Donc c'est parce que les Africains avaient d'autres stratégies que eux-mêmes, les colons, sont en vie. Et une autre vision du monde. Et c'est la vision du monde ici de l'Européen qu'il faut mettre en question, qu'il faut absolument interroger. Et cette vision du monde-là, justement, c'est pas la vision du monde de l'Africain. La vision du monde, justement, de l'Africain, c'est une vision qui est justement construite sur la justice et la relation humaine, l'équité et l'harmonie. Et justement, et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui encore, les gens ne sont pas, ils vous disent bon, laissez tomber, laissez courir, parce que pour eux, ils ont déjà en eux des valeurs qui sont déjà différentes et qui se disent bon voilà, ces gens-là ont fait ça. Mais non, mais il faut justement, c'est grave. Mais c'est grave parce qu'on s'est habitué à vivre en tant que sous-humain. Il faut sortir de ça. Et dire, attirer l'attention des gens sur le fait que on est cimenté dans des comportements qui font que nous acceptons nous-mêmes qu'on nous définisse comme des sous-êtres et que nous n'ayons pas d'exigences. Parce que le combat qui se mène actuellement, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez des exigences. Ça, c'est des exigences que peuvent avoir des êtres humains. Mais vous n'en êtes pas. Pourquoi vous l'ouvrez? Et puis c'est nous qui avons à vous dire ce dont vous avez besoin. Exactement comme l'a fait le président pour Haïti. Haïti actuellement, il leur a dit aux Haïtiens, vous avez besoin d'école. Vous avez besoin non, c'est un pays souverain qui peut utiliser, il utilise comme il le souhaite l'argent, cet argent restitué par la France. Non, mais je veux dire que c'est quand on pense à tout ce qui est en train de se faire à partir d'un raisonnement, enfin d'une certaine rationalité, on est quand même surpris du bas niveau d'estime que les Européens nous portent. Absolument. Parce que ça, on ne s'autoriserait pas à dire ça on ne s'autoriserait à dire ça à aucun autre peuple de la planète. Et puis je veux dire, on a des élites qui sont à côté et qui sont stoïques, qui font comme s'ils n'ont rien entendu et qui sont dans le protocole. Donc ils sont bien debout, ils saluent le drapeau, ils chantent la Marseillaise ou ils reçoivent avec le tapis rouge, et on a l'impression que toutes les énormités qui sont dites dans ces cadres officiels, eh bien, c'est du pipi de chat. Ça passe. Alors que diplomatiquement, ça nous inscrit dans des rapports inégaux et qui maintiennent nous maintiennent dans la condition de sous-humains, mais qui est d'une manière assez étonnante, parce qu'on ne comprend pas bien ce que ces élites-là ont à gagner, à faire gagner les Européens sur eux. On ne comprend pas. Tu vois l'importance de la dignité humaine. Absolument. Ces gens-là ont fait totalement de leur dignité humaine. Ils n'ont pas cultivé. Et on se rend bien compte que c'est justement sur cela que le système européen s'appuie. Parce que justement, ce sont ces collaborateurs dont tu parles, qui sont nos anciens collaborateurs, qui ont soi-disant vendu les nègres à l'époque. On est dans les mêmes stratégies, dans les mêmes dynamiques et les mêmes stratégies de l'Europe. Et les mêmes dynamiques
des collaborateurs. Parce que justement, on nous parle le projet reste européen. Européen. C'est celui qui a le projet qui en tire profit. N'oubliez pas. Voilà. Et qui distribue des petites miettes de récompense à ceux qui acceptent de l'aider dans son projet. S'il y a eu des chefs d'État africains qui ont collaboré, c'est dans ce cadre-là qu'il faut l'analyser. Et faire attention à ne pas mélanger le peuple africain à quelques représentants, quelques vendus, chefs d'État vendus ou chefs de tribus qui ont accepté de... Donc la question des réparations, elle reste entière. Il vous faut dans un premier temps bien comprendre pourquoi il est nécessaire de discuter. Les premières raisons vous ont été données par mes invités. Nous ne sommes pas encore investis de notre humanité pleine et entière. Autrement dit, le fait que le Code noir ne soit pas encore abrogé signifie que nous sommes dans des statuts de mi-affranchis ou d'affranchis et que nous sommes des sous-humains aux yeux du monde, aux yeux de la France en tout premier. Et je crois que de nous maintenir dans ce statut de sous-humain explique qu'elle soit si décomplexée et si arrogante quand elle vient nous parler de ce dont nous aurions besoin, ou quand elle vient nous dire pas question de réparation, ou quand elle vient nous dire réparer, comme elle l'a dit à Haïti, mais c'est moral, alors qu'elle a fait quoi? Qu'elle était dans une dynamique de réparation, comme dans la loi Taubira, qu'on a un peu désubstantialisé. Donc, bien comprendre pourquoi les réparations sont nécessaires. On vous a mis en avant des questions d'argent. Les gens qui se battent pour la question des réparations ne sont pas d'abord dans des questions d'argent. Et ne croyez pas que c'est un gros ballot qu'on va vous poser au mi-temps de la société martiniquaise et puis ailleurs et qu'on dira mime, prends, et puis c'est là qui est plus débrouillé à qui n'y l'en met plus longtemps, c'est eux qui mettez l'en main à ceux en premier. C'est cela que les médias vous présentent comme étant les réparations. Les réparations, ce ne sont pas d'abord des questions d'argent, c'est d'abord nous restituer dans notre humanité. Mais ce sont aussi des questions d'argent, puisque tout ce qui a spolié l'Afrique pendant des siècles et qui a fait aussi que vos ancêtres ont travaillé gratuitement pendant 2 siècles et qu'aujourd'hui encore, les 3/4 sont sur le bord du chemin parce que le système ne leur permet pas de s'intégrer, de fonder des familles, d'être dans une vie d'humain, tout simplement, et bien tous ces coûts-là, ce sont des coûts dont l'Europe a profité et la France en premier chez nous, eh bien, il faut que vous compreniez qu'il y a besoin de reconsidérer ces partages qui ont situé donc les Blancs très au-dessus du groupe des Noirs, qu'il faut qu'aujourd'hui encore, ils sont les privilégiés de cette société. Et ça n'est pas parce qu'ils sont Blancs, c'est parce qu'ils ont été le groupe dominant. Et quoi qu'ils disent en essayant de rendre racistes ceux qui posent la question des réparations, ne tombez pas dans ce piège. Il y a bien économiquement des dissensions qui se sont installées parce que tous les bénéfices du travail gratuit des Africains ont été aux Blancs, ou aux Européens, ou aux colons si vous préférez. Donc là, pour finir avec cet aspect-là, il faut que vous compreniez que la question financière, elle va se poser, mais elle n'est pas, c'est pas un ballot d'argent qu'on va poser au milieu de la société, comme je vous l'ai dit. C'est une question qui se tranche transversalement, c'est-à-dire par un tribunal international, et qui décide de projets dans lesquels on va investir des fonds pour permettre aux populations défavorisées de réaliser et puis de se prendre en charge. Les gens ne veulent pas être soutenus par un petit SMIC qui a plafonné leur vie à 400 €, ou aujourd'hui un petit RSA, et qui en font des mendiants et qui en font des gens assistés. Il faut que nous reprenions notre dignité en acceptant aussi d'être dans des vies où nous sommes utiles à nos sociétés. Quand vous sortez les 3/4 de la population du circuit économique en l'assistant avec 400 € et en plafonnant sa vie entière et celle de sa descendance, eh bien, vous l'exterminez d'une certaine façon. D'ailleurs, elle s'auto-extermine puisque les gens ne sont pas occupés, n'ont rien à faire et la délinquance se développe, vous l'avez vu. Donc nous sommes
nous sommes dans des démarches de réappropriation de notre dignité d'être humain, mais aussi de rappel que les ressources, vous l'avez entendu maintes fois, les ressources ont été inégalement réparties parce que le travail gratuit n'a profité qu'à une catégorie de la population, mais les réparations aussi, puisque les seuls qui ont bénéficié de réparations sont les colons. Vous savez, pour la perte de leurs outils de travail, ils ont été dédommagés et ils ont pu investir cet argent dans des banques et constituer un capital qui aujourd'hui leur permet d'affronter confortablement les aléas de la vie. Il y en a même qui sont parmi les plus riches de nos sociétés. Alors, vous voyez bien que quand vous entrez dans ce combat-là, en disant « oui, mais pas pour les réparations, qu'ils a fait l'argent et ça », essayez d'abord de comprendre la problématique des réparations. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et essayez surtout de comprendre que vous aussi, vous avez le droit d'avoir envie de bénéficier des fruits du travail de vos ancêtres et des fruits de votre propre travail. Et que vous avez le droit d'avoir envie que vos enfants aient une place dans ces sociétés, qu'ils ne soient pas obligés de s'exporter et qu'ils ne soient pas obligés de ne faire que des petits boulots pour survivre, sans rien, sans donner aucun espoir à leur descendance. Parce que cela signifie que vous acceptez que nous soyons une société en décadence, en perte de vitesse, subissant un génocide qui est de plus en plus évident et vieillissant et disparaissant. Donc nous n'avons fait qu'un petit passage sur Terre et nous allons disparaître comme les peuples premiers ont disparu. Alors qu'est-ce qu'on veut? La question des réparations, c'est celle-là qui nous permettra aussi de survivre en tant qu'entité humaine qui a mérité sa place sur Terre. Voilà. Donc la question des réparations, effectivement, pourquoi l'Europe refuse de l'entendre et de l'intégrer? C'est parce qu'on ira vers l'inversement total du système actuel. L'ordre mondial sera bouleversé, en fait, puisque de toute façon, ça ne peut puisqu'on demande une restitution, en fait, de toute cette richesse vers l'Afrique, vers tous ces pays qui ont subi, en fait, ces crimes contre l'humanité. Et donc c'est pour cela des compensations. Et c'est pourquoi voilà, il y a ce refus magistral, ce mépris, cette hypocrisie, en fait, des chefs d'État européens, mais surtout du chef d'État, des chefs d'État français. Premièrement, avec la loi de 2001 de reconnaissance des crimes que sont l'esclavage, la déportation et la réduction en esclavage, reconnaissance comme crime contre l'humanité, la loi dite Taubira, qui en fait était, ça a substantiellement été enlevé, qui est la question des réparations. Et puis après, donc, on voit Sarkozy qui va en Afrique et qui dit devant ces chefs d'État africains qu'ils n'ont rien apporté à l'humanité. Ouais, ça encore, ils ne sont pas entrés dans l'histoire. Ils ne sont pas entrés dans l'histoire, donc c'est encore. Mais ils ont caché tous les livres d'histoire des Africains, c'est normal. Ils ne sont pas entrés dedans. Donc, et puis, le dernier exemple en date, c'est celui de François Hollande qui, en Martinique, même pas en Guadeloupe, qui compare donc l'esclavage à cette immigration massive sur les côtes européennes, dont on connaît l'origine, qui est justement encore cette déshumanisation en Afrique, et puis aussi le pillage des richesses qui mène en Afrique, voilà. Les Européens. Et puis voilà, et puis la fameuse réhabilitation, soi-disant, d'Haïti, avec cette restitution des à peu près 20 milliards de dollars à Haïti, et ce mensonge magistral, en fait, à la face du monde, où tous ces médias étaient présents, pour pouvoir, en fait, ensuite se justifier. Et les Noirs n'ont eu que quelques secondes pour se réjouir, et pouf, c'était comme une baudruche. Tout s'est dégonflé parce que le président aurait commis une bourde. D'accord. Et c'est lui qui dit à Haïti que ce peuple
doit faire avec cet argent qui... En plus, c'est 50 millions d'euros, c'est-à-dire 400 fois moins que ce que doit l'État français à Haïti. Donc, mais je crois que c'est normal que la France soit la puissance la plus méprisante envers les Noirs. Parce que c'est elle qui profite le plus de cette situation. Oui. C'est elle qui est en Afrique, qui est en Afrique et qui se comporte comme le maître des pays africains et qui a des armées, des escadrons stationnés. Chaque fois que ses intérêts sont en danger, la Franc-Afrique est actionnée, est activée et les Français ne peuvent pas se passer des pays africains parce que leurs ressources leur viennent en grande partie, l'existence même dépend de ces pays qui ont des richesses qui sont exploitées. Donc ce qui est important, c'est que nous comprenions bien que il y a les discours et il y a la réalité. Vous n'êtes pas sans savoir que les guerres ne sont pas que avec des Kalachnikov et des canons, mais aussi la guerre idéologique, elle existe. Et c'est celle-là qui nous est menée ou qui vous est menée. Et vous devez comprendre qu'il faut faire attention à ce que vous allez pouvoir entendre qui est de l'ordre de la manipulation et qui vous fait que vous allez répéter, vous desservant vous-même, desservant vos intérêts de groupe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Guyanais qui ne soit pas concerné par la problématique de la délinquance, du chômage des enfants, du manque de perspective, de leur déportation encore dans l'autre sens et de leur éparpillement dans le monde. Vous avez énormément de familles qui font des enfants et qui ne sont pas du tout sûrs qu'ils auront ces enfants-là au moins jusqu'à l'âge de 20 ans pour en profiter. Après, ils disparaissent, ils se marient aux quatre coins du monde et c'en est terminé. La population vieillit, vous savez la suite. Donc, faites bien attention quand vous entendez les discours de savoir s'ils vous servent ou s'ils vous desservent. Et c'est en tant que collectif que nous saurons réagir et non pas individuellement en allant dans les forums raconter tout et n'importe quoi. Il vous faut avoir une discipline qui est celle d'abord de comprendre la problématique des réparations. Voilà. Alors nous allons recevoir maintenant Maître Duhamel qui a pu se libérer et qui va s'installer. Voilà, les choses sont un petit peu comme ça. Non, on va prendre une chaise à côté. Non, vous restez là. Alors, excusez-nous, chers téléspectateurs, c'est un petit peu comme ça, mais voilà. C'est pas tous les jours comme ça, c'est pas toutes les fois comme ça, mais nous avons besoin de toutes nos invités. Donc, voilà, Myriam Malsa, qui est vice-présidente du MIR, va rester avec nous et nous ajoutons à notre quota d'invités Madame Maître Duhamel que vous connaissez et qui est donc Maître Duhamel va nous dire donc sa fonction. Il y a une autre chose dont j'ai oublié de parler, c'est que le MIR aussi a une exigence non négociable et dit que donc la décolonisation donc est consubstantielle aux réparations, puisqu'on l'a vu, on l'a vu comment les pays de la CARICOM se sont rendus compte, ça fait 30 ans, une trentaine d'années que ces pays sont indépendants et qui n'ont pas atteint leur pleine souveraineté par le fait que il y ait cette comment on va dire ça, cette réparation, ce poids colonial aussi sur le système. C'est comme si vous partez, c'est comme chez nous, c'est exactement l'équivalent est à faire. Vous avez des colons qui ont été indemnisés et qui ont décollé très vite, et vous avez la masse du peuple qui n'a rien reçu et qui a trimé comme nos petits paysans, qui ont trimé pour accumuler un petit capital, permettre à leurs enfants de travailler, mais le retard économique qu'ils prennent, et il y a des gens qui vous font croire que c'est une question raciale. Elle est raciale parce que ceux qui sont au pouvoir l'ont racisée, mais elle est d'abord une question économique d'inégalité. C'est comme si vous étiez sur un starting block et qu'on avait mis votre bloc à 10 km en arrière de celui du premier. Mais forcément, dans la course, vous voyez bien qu'il va gagner parce qu'il a toutes les chances de gagner puisqu'il a les capitaux qu'il faut au départ. Donc, comprenez bien que
c'est parce que vous avez été au départ desservi que vous êtes en retard, entre guillemets. Et c'est pas parce qu'il manque des petites cellules dans votre cerveau, comme on vous l'a dit. C'est pas parce que votre crâne est plus petit que vous êtes, que les craniologues on vous ont dit que vous êtes moins intelligent que les autres. C'est d'abord comment les Occidentaux ont organisé leur avance sur vous. C'est cela qui doit être joué dans la balance pour vous donner des arguments, pour comprendre que vous aussi, au lieu de répéter les arguments des autres et de vous desservir, vous aussi, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'avoir une place dans ce monde. Et surtout, vous travaillez, le génie de votre peuple est au service du bien-être des Européens. Vous avez le droit de travailler un peu pour vous, pour que ce génie vous serve aussi. Absolument. En tant que groupe. C'est à tout cela que nous aimerions vous inciter à réfléchir. Et la décolonisation est très importante, voilà, je veux dire, parce qu'effectivement, même dans le cadre des sociétés qui sont déjà dites décolonisées, parce que nous aussi, on nous dit que nous sommes décolonisés, puisque nous sommes départementalisés. Ce qui veut donc dire que nous avons déjà atteint ce que les autres on a des voitures et des routes, donc on va bien. La décolonisation est fondamentale parce que pour la première réparation, c'est la liberté. C'est déjà ça, c'est ce pourquoi les esclaves divisés se sont battus pour la liberté. Et on n'a pas atteint la phase finale de la liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas... On n'est pas entré dans une humanité pleine entière, c'est-à-dire qu'il nous faut absolument passer par cette décolonisation, nous remettre ce dont on nous a privés durant des siècles et des siècles. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, je vous ai dit que nous recevons Maître Duhamel. Je voudrais qu'on n'oublie pas de parler de la décennie des afrodescendants. Hein? Oui, parce que c'est très important qu'on se rappelle que pour l'UNESCO, qui a institué, qui commence donc en 2014 jusqu'en 2025, les afrodescendants et les Africains du monde ont droit à une décennie pendant laquelle justement, eh bien, nous allons essayer de faire avancer les problématiques qui concernent d'abord cette humanité dans laquelle on vit à demi, et puis toutes les problématiques des réparations, de l'émergence des peuples noirs, bien soient posées. Voilà. Alors, Maître Duhamel, bonjour, on vous salue. Et voilà, alors, on sait que vous êtes très occupé, mais on est très content de vous avoir là maintenant. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire à propos de cette question? Vous êtes quoi au MIR? L'avocate du MIR? Oui, je suis membre fondateur du MIR. D'accord. Donc, même préparé des statuts du MIR, déposé, et j'ai fait partie du bureau à un moment, au début. Ensuite, je suis devenue l'avocate, donc je suis sortie du bureau. Et depuis 2005, nous avons déposé une assignation devant le tribunal de grande instance pour obtenir que l'État français soit condamné à réparer. Alors, cette assignation a abouti à un jugement, mais nous avons fait appel. Je vais vous en parler si vous voulez tout à l'heure. Tout ça pour vous dire qu'au travers de différentes actions, nous essayons de faire avancer la cause de la réparation. Et nous faisons des actions. Alors, il y a plusieurs avocats. Il y a Maryse Duhamel, Dominique Monotuka, Georges-Emmanuel Germani. Il y a aussi Maître Alban Koulibaly. Il y a Maître France Lebon. Tout un panel d'avocats qui interviennent à mes côtés pour faire avancer cette cause-là. Donc nous agissons sur le plan juridique, mais nous agissons aussi sur les autres plans. Notamment, nous apportons notre soutien dans les manifestations que fait le MIR. Donc voilà un petit peu grossièrement ce que je... D'accord. Alors, bon, on aimerait vous entendre sur toutes ces actions, surtout le procès qui est en cours, puisque je crois qu'il y a eu... vous avez été débouté il n'y a pas très longtemps. Oui, alors il faut savoir que la réparation, c'est quelque chose de particulièrement... ce concept qui a émergé en 1992 a mis du temps à devenir réalité, à être intégré par un certain nombre de personnes. Et quand je vous entends parler, je me rends compte que la réparation, à l'heure actuelle, il faut effectivement avoir une démarche pédagogique pour que les gens comprennent la situation dans laquelle ils sont. Donc, cette assignation que nous avons lancée était carrément un pavé dans la mare. Vous vous rendez compte, ça a commencé en 2005. Nous avons lancé l'assignation en 2005. Et à cette époque, ça a fait presque l'effet d'une bombe. C'est-à-dire comment des Martiniquais, le MIR, demandent réparation. Les gens ne comprenaient pas. Parce qu'en fait, nous sommes dans... Les afro-descendants sont dans un système où on les a invités tellement à oublier
tellement intégré leur sous-humanité, comme que nous étions des gens qui n'avions pas le droit. À la limite, que nous n'avions que le seul droit, c'est d'accepter que l'autre vienne nous dominer. On était tellement dans ce système de déshumanisation, et je dirais même, je vais plus loin, parce que quelque part, je me pose même pas la question, je me rends compte que, en fait, l'esclavage n'a pas été vraiment aboli. Il a changé de forme, et que les gens ne se rendent même pas compte. On va en discuter tout à l'heure, parce que l'esclave, c'était celui qui était complètement dépossédé de son corps et de son esprit. Là, on nous a laissé un corps, mais on nous a dépossédé de l'esprit. Et ça, c'est grave. Enfin, donc, ça c'est grave parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez bien vu que ce n'est pas nous qui pensons notre société. À partir du moment où nous ne pensons pas notre société, nous ne pensons pas nos règles pour nous, ou nous ne faisons pas peuple, eh bien nous sommes toujours l'esclave. On a dit que l'État français avait racheté les esclaves, c'est ça, puisqu'ils ont payé des maîtres, donc ils nous ont rachetés et ils nous ont imposé une citoyenneté française, ils nous ont imposé un système qui nous a maintenus sous leur domination. Donc nous sommes encore dans un système esclavagiste qui ne dit pas son nom. Donc quand on a lancé cette assignation, ça a fait effectivement l'effet d'une bombe, mais il s'agissait pour nous de faire prendre conscience aux Martiniquais de l'impérieuse nécessité de la réparation. Parce que sans réparation, nous ne pourrons jamais être vraiment des États souverains, des pays souverains. Nous ne pourrons jamais faire quoi que ce soit. Et les États de la Caraïbe l'ont compris parce qu'ils sont devenus indépendants, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas souverains. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils pensaient toujours, ils étaient toujours sous la coupe de leur État colonial, en ce sens qu'ils faisaient des choses comme eux. C'est ce qui s'appelle la créolisation. On leur a tellement appris à avoir le goût du colon, à penser par exemple les relations familiales comme l'Europe. Alors ils pensaient comme ça, ils faisaient des lois comme eux. Ils se rendaient compte que ça ne marchait pas. Parce que le peuple qu'ils avaient là, c'était pas un peuple britannique, ni anglais, ni français. C'était des afro-descendants. Et ils se sont dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que nous avons oublié quelque chose. En fait, ils avaient oublié de se restituer, de se restituer à eux-mêmes leur humanité qui avait été totalement occultée. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont, alors qu'ils sont indépendants, ils ont fait cette démarche de réparation que nous avions fait avant eux, alors que nous sommes toujours sous tutelle française. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes sous tutelle française. Tout est dirigé de l'extérieur. Que les Martiniquais se cachent, se bouchent les yeux, qu'ils ne veulent pas voir. C'est quelque chose que je dis, je répéterai, nous sommes sous tutelle française. Toute l'administration, tous les chefs d'administration sont européens, sont blancs, sont français. La justice, c'est pareil, je reviens d'une audience là, j'avais 3 magistrats blancs en face de moi. Le greffier est blanc. Enfin, il y a vraiment carrément tout ce qui est autorité. Tout ce qui est autorité en Martinique, que ce soit au niveau du chef de la police, des gendarmes, des juges, des procureurs, c'est blanc. Mais aussi de la gestion des richesses économiques du pays, parce que tous les chercheurs, tous les centres, etc., ce sont des Français qui sont envoyés par la France, et toutes les trouvailles sont vendues à l'extérieur et sans retomber pour notre société. Dans les sociétés comme l'INSERM, etc. Voilà. Donc on a pris quand on prend conscience de ça, quand on est dans ce pays, qu'on prend conscience que tout ce qui est autorité administrative, mais aussi, comme vous dites, autorité, on n'en parle même pas. On sait bien que les béquets détiennent tout. Ils détiennent tout au point que, en fait, les autorités administratives qui sont là, qui sont blanches, sont quasiment à leur botte. Je reviens d'une cour d'appel qui est présidée par une dame qui s'appelle Ayotte. Qui est une épouse de Ayotte, qui habite au CAPES. Et cette dame, elle est présidente de la chambre sociale, une chambre qui juge des affaires de litige de droit du travail. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas un système esclavagiste qui ne dit pas son nom. Nous sommes sous cette domination-là, nous sommes sous ce système. Donc c'était important pour nous de faire cet électrochoc qui a eu quand même un certain effet. Qu'est-ce que nous demandions? Simplement, nous demandions à la France, vous avez pris un texte en 2001, la fameuse loi Taubira, qui reconnaît que l'esclavage et la traite négrière est un crime contre l'humanité. À partir de là, tout crime entraîne réparation. C'est un système juridique français imparable. Et c'était là que nous allions voir effectivement qui était en face de nous. Et quand ils nous ont dit que nous n'avions pas droit à réparation, ça veut dire que ils nous ont dénié le droit
que tout être humain a d'obtenir réparation. Et c'est là que nous avons pu démontrer et puis il y a une contradiction dans leur loi même, puisque logiquement, si la loi reconnaît qu'il y a crime, la réparation suit. Or, on vous dit que vous êtes un crime, vous avez subi un crime, et on vous refuse la réparation. C'est ce qu'ils disent. Mais à partir du moment où ils ont reconnu où ils ont mis que ce texte a été voté, ils ne peuvent pas, sans nous dire que nous ne sommes pas des humains, que nous n'avons pas droit à réparation. Parce que c'est le principe, un principe de base, le droit à réparation de toute personne qui a subi un crime. Donc un crime, en plus, le crime contre l'humanité est devenu un crime imprescriptible depuis très longtemps. Donc un crime imprescriptible, nous avons tout à fait le droit de demander réparation. Alors il y a eu, je ne sais pas si je peux parler des événements du procès, nous avons vu comment l'État français s'est démasqué. Il y a eu des choses assez extraordinaires qu'on nous a dit. On nous a dit oui, mais c'était légal à l'époque. Il y avait des textes qui prévoyaient vous vous rendez compte, on aurait l'esclavage était légal. L'esclavage était légal. Et on a bien évidemment répondu que ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas dire qu'un système qui prévoyait la réduction de personnes humaines en esclavage serait un système légal. Et d'ailleurs, nous avons retrouvé dans les recherches qu'on a faites à propos de nos procédures, un texte d'un capucin français, je crois, qui s'appelle Stéphane de Moirance, qui disait que, quels que soient les textes, l'esclavage ne peut pas être légal. C'est un crime, c'est contraire au droit naturel. Mais il y a un élément de plus, c'est que l'esclave, il y a le système esclavagiste qu'ils ont eux-mêmes institué chez eux, entre eux, mais c'est que dans l'esclavage transatlantique qui a concerné les Africains, c'est la première fois dans l'humanité qu'on a transformé des êtres humains en meubles. Et je crois que juridiquement, par le Code noir, on a transformé les Africains en meubles, non? Oui, ils ont dit, il y a un article qui prévoit que disons que l'esclave est un meuble. Et c'était un moyen pour nous dénier tout droit et pour nous doter tout droit à penser, à nous mouvoir, à exister, à l'existence, parce qu'un meuble n'a pas d'existence. Alors je sais qu'il y a des gens, il y a un dénommé Niort là qui vient me dire oui, mais on vous a reconnu une humanité puisqu'on disait qu'il fallait vous baptiser, vous convertir à la religion catholique. Alors je réponds d'ores et déjà que c'est grave de dire ça. Parce qu'en fait, même si vous faites une fiction, disons que l'esclave est meuble, l'esclavagiste qui est devant le noir, il sait très bien qu'il a affaire à un humain, même s'il le dit meuble. Et qu'est-ce qui se passe? Pour que ce meuble-là ne devienne pas, ne fasse pas valoir son humanité, eh bien, il va c'est ce que Dominique Monotuka décrit dans son livre Moon, il va le créoliser. Et c'est pour ça qu'il va le baptiser. Et c'est pour ça qu'il va lui inculquer ses goûts. Parce que ce meuble, c'est une fiction juridique, mais ce meuble, il sait très bien que ce meuble, c'est un être vivant de chair et de sang. Donc, quand il le baptise, quand il lui impose ses goûts, quand il lui dit, bon, il faut s'habiller comme ci, comme ça, il en fait son meuble, son objet, et en ne lui permettant pas de penser par lui-même. Il faut qu'il pense comme le maître. Et il va le créoliser. Et c'est ça le crime contre l'humanité, la gravation du crime. Il y a eu ce système de créolisation qui a effectivement tendu à détruire tout le passé, à détruire tout ce qui faisait que l'esclave n'aurait pu se rebeller. Dans le système éducatif actuellement, le fait qu'on remplace le corps d'enseignants antillais par un corps d'enseignants français, c'est ce projet-là qui continue. Parce qu'on sait que les enfants s'identifient à leurs enseignants. Ils le font. Et qu'ils perdent. Donc ça aussi, c'est ce déni d'humanité, mais c'est aussi dire que vous êtes toujours la propriété du maître. D'ailleurs, l'État, vous le disiez, nous a racheté. Donc, on est la propriété d'État et il décide de notre sort comme il veut. En faisant vraiment, comment on dit ça, en évacuant totalement l'idée qu'on venait d'une civilisation, aidée en cela par les idéologues de la créolité qui ont dit que sorti de la cale du bateau, eh bien, ça n'était fini de l'Afrique. Donc la France est vraiment aidée par des négriers de chez nous, là, des petits négriers. Il faut savoir, ils sont aidés par des créolisés. Je ne peux pas tirer sur une ambulance. Je parle parce que moi, les créolisés, c'est comme si je tirais sur des gens qui étaient malades. Le système créole a été établi
pour nous décerveler, pour nous empêcher d'être nous-mêmes. Et moi, je ne peux pas. Je suis dans une société qui a été créolisée, dans laquelle on dit aux Martiniquais, vous ne pouvez pas penser autrement que par la pensée que nous vous donnons, la pensée occidentale. D'ailleurs, nous nous habillons, vous habillez, et vous vous revêtez de nos pensées. Revêtez-vous de nos habits, de nos pensées. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Et donc, cette créolisation-là a généré ça. Je ne peux pas en vouloir aux gens qui sont créolisés finalement, parce que je me dis, j'essaie de les réveiller, parce qu'en fait, ils sont victimes. Vous réalisez. Ils sont virulents envers vous. Ils sont virulents, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est une prise de conscience. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas leur... il faut leur expliquer ce qui s'est passé. L'esclavage a duré 3 siècles. Un enfant qui naît dans un système comme ça, il est bébé. Et on lui dit, dès le départ, tu es une sous-humanité, tu vas faire comme le maître, tu vas adopter la culture du maître et tu n'existes pas par toi-même, tu existes autant dans l'histoire du maître. On va lui apprendre les Gaulois, le Moyen-Âge, du Guesclin, Roncevaux, etc. Il va connaître tout ça. Aujourd'hui, il vous dit, je ne veux pas entendre parler d'esclavage, mais vous lui posez une question sur ce qui s'est passé à Roncevaux avec Roland et tout ça, il va vous dire, vous lui posez une question sur ce qui s'est passé sur Jeanne d'Arc, il va vous dire, mais l'esclavage, je ne veux pas. C'est comme ça. Et c'est ça qui est terrible. On ne peut pas en vouloir à ces gens à qui on n'a jamais permis de penser à leurs ancêtres un instant. Et moi, je dis qu'il faut se battre pour décréoliser. Et on ne va pas décréoliser en tirant sur... Pour moi, ces gens, ce sont des malades. Ils sont dans une ambulance et il faut les soigner. Alors, revenir au procès, donc, vous êtes débouté parce que, d'abord, ça crée un choc énorme dans l'opinion, mais aussi, surtout en France, et même chez les magistrats. Absolument. Et on est débouté, mais c'est une victoire, aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce qu'ils ont commencé par nous dire, vous savez, c'était légal. Et le tribunal a répondu. Alors ça s'est passé un petit peu, bon, je ne vais pas parler de la procédure, mais il y a eu une première réponse du juge qui a dit, mais on ne peut pas dire que c'était légal parce qu'il y avait violation des libertés individuelles et qu'il y a un article qui proscrit ça. Ça, c'était une première victoire. Donc, le tribunal est compétent et on continue la procédure. Après, ils nous ont dit, ah oui, mais vous ne pouvez pas intervenir en tant qu'association pour un peuple. Il faut que les gens interviennent individuellement. Qu'à cela ne tienne, on a convoqué, on a eu beaucoup de Martiniquais qui ont répondu à l'appel. Et vous savez, nous Martiniquais, pour que notre action soit admissible par un tribunal, il fallait que nous fassions la preuve de notre afrodescendance, de l'ascendant qui est esclave. Que vous avez du sang africain, oui, c'est ça. Vous savez que quand vous arriviez en Martinique, on vous privait de toute votre identité, on vous donnait quasiment un numéro, on vous renommait. Aller pour des Martiniquais, remonter, et c'est ça qui est terrible, remonter, à prouver, à chercher, avant 1848, l'ancêtre, c'est pas facile. Mais c'est aussi dans le sang. On vous demande de prouver que dans le sang, alors qu'on n'a jamais demandé à d'autres peuples. Non, on nous demande ça, on nous demande de faire la preuve. Mais il faut que les Martiniquais le sachent d'ailleurs. Si vous voulez aujourd'hui adhérer à ces mouvements, on vous demande de prouver que vous avez une ascendance africaine. Il faut que vous le sachiez. Ce qui ne se fait avec aucun autre peuple. Parce qu'ici, il y aurait eu, je ne sais, des populations venues d'où, et ça ne serait pas des afro-descendants. Donc il faut le prouver. Et la politique du métissage que vous voyez actuellement, elle a justement cet objectif, c'est-à-dire de faire diluer le sang africain pour que lorsque vous viendrez réclamer des réparations, qu'on vous dise, mais ou pas africain, ou pas ni sang, ou pas ni le doigt à la parole. Et du coup, on va résorber la question de... Il faut que vous soyez très vigilants, parce que vous avez effectivement un enjeu de lutte dont le débouché va être est-ce qu'on reçoit cette demande de réparation ou pas? Par-delà être africain, il y a aussi la notion d'esclave. Il fallait remonter à l'esclave. Oui. C'est ça qui était difficile. Avant 1848, c'était très difficile. À partir du moment où, vous savez, qu'un être naissait sur l'habitation d'une femme noire, il était un noir, il était un africain. Le blanc ne le reconnaissait pas comme son enfant. Et jusqu'à présent, un blanc ne reconnaît pas qu'un enfant qui est issu de ses relations avec un noir ou une noire fait partie
de la race blanche, parce qu'ils ont postulé cette fameuse pureté de leur race qui est là, et pourquoi ils ont postulé ça? C'est bien pour pouvoir nous créoliser, c'est bien pour pouvoir nous déshumaniser. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas cette couleur de peau blanche, qui n'est pas et noir, à partir du moment où un blanc fait un enfant avec un noir, il est dans. Donc c'est forcément tous ils ont été déshumanisés et esclavagisés, et après, et aussi, surtout, créolisés. Et c'est ça la difficulté. Donc, pour revenir à la procédure, on a dû effectivement faire intervenir un certain nombre de Martiniquais qui ont dû établir cela grâce à une généalogiste et tout ça. Donc, ça, vous voyez le travail que ça demande. C'est très, très bien. Et finalement, au bout du compte, ils nous ont dit finalement c'est prescrit parce que même si c'est un crime contre l'humanité qui c'est imprescriptible, mais s'agissant de ce crime-là, de la traite transatlantique, nous estimons effectivement que c'est prescrit. C'est important parce que là, ils ne nous ont pas dit que la loi n'est pas applicable. Et c'est ce que nous attendions. Nous attendions ce qu'ils nous disent, oui, mais la loi n'a pas prévu les réparations. On le sentait dans les écritures de l'État français parce qu'ils étaient représentés par un avocat qui concluait et qui disait que effectivement les réparations ne sont pas prévues. Et le tribunal n'a pas répondu sur ce moyen et n'a pas osé dire que nous n'avons pas droit à réparation. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de nous dire pour nos téléspectateurs, c'est que finalement, il y a des petits détails sur lesquels on essaye de vous faire remettre en question votre demande, mais au fond, la demande, elle est tout à fait recevable. C'est-à-dire que moi je crois que... Elle a été déclarée recevable. La demande est recevable. C'est-à-dire que le fait que le MIR fasse procès à l'État français pour demander réparation est une action en justice qui est tout à fait recevable. Donc ça n'est pas hors la loi. Ce que je crois qui choque beaucoup les Martiniquais, qui sont très conservateurs et qui ont appris à fonctionner aussi dans le système comme il est, c'est que on ne s'attaque pas à l'État. C'est une entité absolument intouchable. Et je crois que ce qui peut gêner, c'est que, eh bien, justement, c'est une action contre l'État. Et même l'État, qui se croyait tout puissant, se rend compte que ceux dont on a dit qu'ils ont des demi-cerveaux, ces gens-là qu'on a maintenus dans l'état de sous-humains sont en train de nous attaquer, nous, puissance coloniale. Et puis nous, vrais, dotés de tout notre cerveau, pas seulement d'une petite partie, eh bien nous sommes en train d'être attaqués par des... Voilà, alors je pense que ça y a une entité qu'il faut bien attaquer, c'est l'État français. L'État français, partons dès le départ, a organisé la traite. Nous savons que l'État français a donné des subventions, a donné de l'argent, a permis aux gros navires, aux gros possédants négriers pour aller là. Il y a eu même des canons qui ont été donnés. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse peut-être une émission plus tard sur cette histoire des nègres qui ont vendu des nègres. Oui, ça ne s'est pas fait comme ça. Absolument. Parce qu'ils ne sont pas arrivés comme des gentils garçons. Vous nous donnez deux petits nègres? Non. Ils sont arrivés avec leur force de frappe. Et ils ont obligé les Africains à vendre. Et aujourd'hui, ils obligent... Après combien de siècles? Et nous avons des histoires de résistance terrible de rois africains qui ont été massacrés parce qu'ils n'ont pas voulu. Donc ils ont été contraints de le faire. Et ils l'ont fait effectivement. Mais ils ne l'ont pas fait comme ça parce que c'était des... Mais aujourd'hui, ils ont la même chose par nos élites créolisées qui collaborent. Je vous dis que je ne vais pas tirer sur une ambulance. Moi, je ne tire pas sur une ambulance. Pour moi, ces gens-là ne sont pas bien. Ils n'ont pas encore compris qui ils sont. Et c'est ça, quand ils vont comprendre qui ils sont. Ce que je veux dire, c'est que l'État français, pour revenir à l'État français, l'État français a donc organisé la traite avec sa force de frappe. L'État français a organisé ensuite, au travers le Code noir, la condition de l'esclave. Et l'État français a fait pire. Quand ils ont pris, et on ne va pas en parler là, mais quand ils ont pris le décret d'abolition en 1848, l'État français est intervenu par une série de textes pour rendre la vie des soi-disant libérés impossible. Si vous voyez le fameux carnet, les fameux délits de vagabondage, où on tuait un noir, on pouvait tirer sur un noir, alors qu'il y avait déjà l'abolition de l'esclavage, on pouvait tirer sur un noir simplement parce qu'il n'était pas dans la commune où il avait pris naissance. C'est des choses terribles qui se sont passées après cette abolition. Et jusqu'à maintenant, nous avons dans l'histoire de la Martinique, toutes les luttes sociales se sont soldées par des morts. Alors, puisque on nous fait signe que l'émission se termine,
on a assisté à cette histoire de Mémorial Act qui est une abomination. C'est-à-dire qui nous donne le sentiment d'avoir reculé, enfin je ne sais pas si on a avancé quand même, d'avoir reculé de siècles. C'est le mémorial de la honte. Pour moi, il n'y a pas d'autre nom. C'est le mémorial de la honte. Voilà. Vous avez une exposition permanente. On essaie de vous faire croire que c'est nous qui étions les esclavagistes. Oui. C'est nous qui étions les colons. Ce sont les nègres qui ont fait ça. Et que finalement, comble de magnanimité des Blancs, c'est la franc-maçonnerie qui nous a libérés. Alors vous avez cette image c'est la franc-maçonnerie, qui symbole franc-maçon. Et pire, et que vous allez trouver c'est le Jésus blanc, le Jésus-Christ blanc qui est venu nous apprendre, qui est venu nous humaniser et nous faire renoncer à l'idolâtrie. Et l'arbre de l'oubli, donc on est censé avoir tout oublié par cet arbre-là, puisque sorti de la cale du bateau, comme nous l'ont dit nos créolitistes, l'Afrique était oubliée. Alors, c'est le mémorial de la honte. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour terminer? Oui, mais je crois qu'effectivement, il faut bien comprendre ici que c'est le colonialisme qui est à l'œuvre. Chaque fois que le colonialisme vous fait croire que vous avez avancé d'un pas, vous avez coloniale. Dans cet esprit que la France veut nous faire du bien, c'est exactement les principes liberté, égalité, fraternité. Ce sont des théories, ce sont des concepts qui ne sont pas applicables, qu'ils ne veulent pas appliquer aux afrodescendants, aux Noirs. Ce sont des principes qui sont là uniquement pour eux, mais nous sommes tellement crédules que nous croyons qu'effectivement qu'il y a une générosité. C'est-à-dire qu'on nous a présenté ce monument comme étant un espace dans lequel, pour les afrodescendants. Alors, je veux juste vous rappeler... c'est un espace pour eux. Non, c'est un espace... C'est-à-dire un espace de propagande. C'est encore un espace de propagande. C'est plus grave parce que quand il n'existait pas, c'était pas problématique comme ça, mais le fait qu'il existe et que tous les jours, les afrodescendants auront à boire leur... Mais moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une pétition. Pour enlever tout ce truc. Alors, on nous met la musique. On va attendez une seconde, je veux juste vous rappeler que dans le comité de rédaction des textes du catalogue qui sont vraiment scandaleux, vous avez Adélaïde Merland-Jacques, Hector Poulet, Léo Ursulet, Daniel Bégaud, Félix Cotellon, Steve Gadet, Frédéric Régent, Jean-Pierre Sainton, Roger Thompson. Ce sont des noms de personnes que nous connaissons. Pourquoi? Des enseignants surtout. Pourquoi? Ce sont des enseignants. Du campus universitaire. Pourquoi de tels textes ont pu passer avec un tel comité scientifique? Ce sont des créolisés, voilà. C'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'on a éliminé tous ceux qui pouvaient dire autre chose. Et le porteur du projet, qui est M. Lucrenet, a été écarté. Il a été écarté, mais bon, il n'a pas participé donc à l'inauguration. Voilà, donc on va devoir vous quitter. Un petit mot de la fin, mais rapide, parce qu'on a déjà mis la musique. Oui. De toutes les façons, cette dynamique qui est enclenchée avec les réparations, elle est essentielle pour l'humanité, je crois. Elle est essentielle pour nous, afro-descendants, mais elle est essentielle pour l'humanité parce que justement, il s'agit de réhabiliter des peuples dans l'humanité. Et c'est-à-dire qui ont plus de milliards de personnes sur la planète. Et en plus de ça, et surtout du rôle important qu'ils ont joué dans l'humanité bien avant l'esclavage. Et je crois que c'est ce rôle-là qu'on leur demande d'oublier. Oui, donc cette question des réparations, c'est un enjeu majeur du XXIe siècle et on demande en fait aux Martiniquais d'être attentifs aux différentes actions qui vont être menées par le MIR, notamment des actions d'autoréparation, parce que là, je pense qu'on va relancer la demande de débaptiser les rues d'esclavagistes et autres actions comme ceci en Martinique. Et marcher, c'est rendre hommage à vos ancêtres aussi. Et Claudette, alors nous sommes dans la décennie des afrodescendants. Voilà. Je crois qu'il faut que nous profitions de cette décennie pour faire une action pédagogique, d'abord sur nous,
d'abord sur nous. Je pense que quand les Martiniquais, les Guadeloupéens, tous ceux qui ont les afrodescendants auront compris le problème, auront déjà cette première réparation de comprendre qui ils sont, tout le reste va suivre. Oui, oui. Donc la décennie des afrodescendants 2014-2025, n'oubliez pas, interrogez le Memorial Act et surtout sachez que tous nos enfants iront visiter ce mémorial et que ce qu'on va inscrire en eux va risquer de défaire tout le travail que nous faisons. Donc soyez vigilants. Merci pour votre attention et puis à une prochaine thématique qui va nous essayer de nous alerter aussi sur les dangers qui nous guettent par les manipulations que nous subissons. Voilà, bonne soirée ou bon après-midi. Au revoir.